grosse journée là aujourd'hui. On est dans le fief Ferrari. On est là où Villeneuve circulait. On va aller visiter beaucoup de choses. Et j'ai même mon chauffeur qui m'attend. Évidemment, on se promène en quoi, hein? En Ferrari, c'est normal. Là-bas, Gino. Ça, c'est notre ami Gino. C'est lui qui va nous servir de guide. Alors, rappelons à nos téléspectateurs que c'est un Québécois qui est rentré quand même chez Ferrari aujourd'hui, qui est notre plus fidèle, je dirais, support pour toute la presse. Allez, on y va, grosse journée. Et tu vas doucement, Gino, hein? Ouais. Hein? Salut! On cherche toujours les copies de quelqu'un. On a cherché la copie d'Eddie Merckx, le nouveau Eddie Merckx. On cherche toujours la copie d'Ayrton Senna. Mais je crois qu'une image comme laquelle de Gilles Villeneuve, c'est pas reproducible. Ces espèces de zozo, avant chaque départ, il allait pisser sur une pile de pneus Michelin. À l'époque, on n'avait pas de couverture. Alors ça mettait en pétard et moteur. Il dit, oh, il est chiant, Gilles, putain, il a pissé sur les pneus et tout. Après, nous, on veut, etc. C'était une sorte de marotte qu'il avait comme ça. En général, il allait pisser contre une pile de pneus, voilà. Il était un homme qui a nous donné le plaisir de la course. Parce qu'il était un homme qui donnait tout pour la course, pour le spectacle, pour être vite. Il n'a jamais pensé à les championnats du monde. Il a toujours fait la course pour la course. Ça représentait quoi, Gilles Villeneuve, pour l'Italie? La folie, l'amour, la Formule 1. Il était la combinaison des trois choses. Et si tu vois encore le club de Ferrari, les 35% sont intitulés à Gilles Villeneuve. Il a représenté l'amour pour un homme, l'amour pour la folie des pilotes de Formule 1, l'amour pour un homme qui était si agréable avec les journalistes, mais surtout si agréable avec le public. Et le public, Alors, Michael, il n'a rien gagné, sinon 6 courses peut-être avec la Ferrari. Et Michael Schumacher a gagné 34. Mais Michael Schumacher ne pourra jamais avoir l'amour, la confiance et l'intimité de l'esprit qu'il a eu Gilles Villeneuve avec le peuple italien. Gilles avait des qualités extraordinaires, c'était le courage. Oh oui, mais pas pour nous. Il était même courageux sur les routes ouvertes avec les voitures de location qu'il avait à disposition. Et je peux me rappeler de rodéos absolument incroyables entre l'hôtel et le circuit. Alors, ce qui était fantastique, c'est que c'était une prise de risque maximum. C'était vraiment une course contre le chronomètre. C'était la voiture dans toutes les positions possibles parce qu'il y avait des dérapages plus ou moins contrôlés à l'entrée et à la sortie des virages pour aller au circuit. Et il y a quelque chose que vous devez peut-être bien vous rappeler. Il arrivait quelquefois carrément transpirant au circuit tellement il s'était donné sur la route. Et c'était lorsqu'il arrivait au circuit et qu'on quittait la voiture, il me faisait un petit clin d'œil puis il me disait par exemple: je pense que ça va aller vite aujourd'hui parce que je suis vraiment en forme ce matin. Il était toujours à disposition du public. Tu te rappelles que c'était un des pilotes qui ne sortait jamais du circuit. Il n'allait jamais dans l'hôtel. Ouais. Mais il restait sur le circuit dans son car, avec la famille. Sa vie, il était fait pour la course, dans tous les sens. Hein. Moi, je suis resté choqué la première fois que j'ai vu qu'il ne sortait pas de l'hôtel du tout. Moi, j'avais dormi là-bas. Où là-bas? Il y avait une caravane qui c'était comme un appartement, c'était un grand caravane. Et moi, j'étais un petit peu surpris parce que j'ai dit, mon Dieu. Et c'est lui, Gilles, il était comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un homme qui donnait tout à l'esprit de la course. Parce que quand même, il n'a pas gagné le championnat du monde. Il est arrivé deuxième, en sacrifiant 3 points, quand il en a dû éliminer 6. Alors c'est vite fait. C'est manqué. Lui, il tenait sa parole. C'est tout un pan de mon histoire parce que je suis conscient que toute ma carrière, je la dois à Gilles. Il n'y aurait pas eu Gilles, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. C'est grâce à cet homme-là qui m'a vraiment fait triper, comme on dit, pour ce métier. Et puis, il faut dire que c'était une autre époque aussi. C'était l'époque où le soir, on se retrouvait avec Forgueri, avec Pierre Dupasquier, avec tous ces gens-là. On avait une approche qui était différente, la presse. Il faut dire aussi que, par exemple, un exemple concret,
concret. On n'avait pas de motorhome. Donc, n'ayant pas de motorhome, il y avait des tables en bois devant un espèce de campeur avec un auvent. Et là, les pilotes, ils descendaient de leur voiture, ils allaient s'asseoir là. Le briefing, il se faisait quasiment devant tout le monde. Et le soir, on se retrouvait à table. Et là, on parlait de quoi? On parlait que de Formule 1, on parlait que de solutions techniques à faire, les progrès à effectuer sur l'autre voiture. Villeneuve qui s'engueulait tout le temps avec Forgueri. Tout le temps. Mais pourquoi? Parce que c'était deux passionnés. Mais à l'extrême, tu sais ce que ça veut dire, hein? C'est qu'un ménage, là. Hein? Chacun a du caractère et ça fait des étincelles. Et c'était ça. Eh bien voilà, nous sommes dans cet endroit, certainement le lieu le plus sacré du temple de l'automobile. Je veux parler évidemment de Ferrari. C'est ici que Gilles a franchi pour la première fois les grilles et la porte de ce magnifique emblème qu'est le cheval cabré. Et c'est ici qu'a commencé sa carrière. Une carrière qui a été évidemment écourtée comme l'on sait, mais qui a tellement passionné tout le monde. Au fil de cette enquête, ce qui nous a surpris le plus, c'est de voir que le nom de Schumacher, on évite de le prononcer, alors que dans le cœur de tout Italien, on est fier de prononcer celui de Gilles Villeneuve. Parce qu'il a stimulé l'imagination, l'imaginaire des Italiens qui ont le cœur pour les grands pilotes, n'importe pas s'ils vont gagner des championnats du monde. Tout le monde a oublié des autres champions du monde de Ferrari. Mais Gilles Villeneuve est toujours dans le cœur de tout le monde. Ça n'importe pas qu'est-ce qu'il a gagné. Mais pourquoi? Parce qu'il a donné des émotions. Dans la vie, tu changes à travers les émotions. Et lui, c'est un type qui est entré dans le cœur des Italiennes avec le même langage, avec les mêmes paroles, avec la même folie que nous, on a. Gilles, c'était un des mieux. C'est au niveau de Jordi Scheckter qu'il était champion du monde, ça c'est sûr. Il était aussi bien que Reutemann, peut-être mieux. Tu sais, même lui, il avait des circuits dans lesquels il était beaucoup plus fort. Mais ça, c'est normal. Même Mister champion du monde aujourd'hui. Et Schumacher, il a des endroits où il est mieux que dans des autres. Et ça, c'est normal. Mais Gilles, il était à cet temple-là au niveau des champions du monde. Tu sais qu'est-ce qu'il avait? Il était un homme qui regardait trop la course pour la course. Moi, j'avais dit lui beaucoup de fois, tu regardes Lauda, que c'est un ragioniere, comme on dit, un bras court, qui ne donne jamais rien aux autres, et le public, il regarde tous les moments pour gagner quelques points pour arriver à faire les champions. Il doit apprendre de Niki Lauda. Pourquoi Enzo Ferrari l'aimait tellement? Je ne crois pas qu'Enzo Ferrari aimait tellement le petit Gilles. Ah bon? Non. Je sais que quelques semaines avant la mort de Gilles, il était en désaccord pour l'année prochaine. Et peut-être que Gilles, il était reproché, on dit comme ça, de Ferrari parce que tous les titres des journaux étaient Villeneuve et jamais Ferrari. Villeneuve, c'était un nom très long, non? Et alors, on ne pouvait pas dire Villeneuve et Ferrari, on disait Villeneuve. Ça, c'est l'amour des journalistes pour l'homme et pas pour la voiture. On dit que... Mais quelquefois, il a commencé à aimer Gilles parce que Gilles était sa découverte. Il avait découvert Gilles. Il avait porté un pilote de motosled. Non, on dit comme ça? Motoneige, comme il disait. Et il avait transformé en grand pilote de Formule 1. Mais Gilles, à la fin, avec, tu sais, les affaires avec Pironi, il était un peu... Il s'est senti trahi. Il s'est senti trahi par la Ferrari, surtout par les vieux. Mais après, les vieux, il a compris qu'il avait fait une erreur. Il avait fait une erreur quand Gilles est mort. Il a dit la phrase fameuse. Il était un pilote incroyable. Il machinait les boîtes de vitesse, il machinait les moteurs. Il donnait tout son intérieur pour la conduite d'une voiture.
Québec, malheureusement, on aura probablement reconnu Gilles à sa très juste valeur après son décès. C'est là que la plupart des Québécois ont réalisé à quel point il avait créé un impact extrêmement fort, non seulement dans les cercles de la F1, mais dans les cercles du sport à travers le monde entier. Être Québécois, c'était Gilles Villeneuve. Puis tout le monde me demandait de Gilles Villeneuve. Puis c'est là où j'ai vraiment commencé, une dizaine d'années, de vraiment voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a laissé dans l'histoire. Peut-être en lisant des livres, en demandant des vieux mécanos, en parlant avec toi-même, à demander qui était Gilles Villeneuve exactement en détail. Puis c'est là où je pense que j'ai pris une passion sur une autre passion. Je suis devenu un fou de Gilles Villeneuve. Maintenant, je veux dire, c'est vraiment mon idole des idoles. Gilles a été peut-être l'un des premiers dans l'ère moderne à être un symbole très fort d'exportation de talent du Québec à l'étranger. Avant, en tout cas, Céline Dion, avant le Cirque du Soleil et ainsi de suite. Gilles a été celui qui a montré le chemin et Gilles a été celui qui a donné tant de fierté aux Québécois. Nous tous, en quelque sorte, on s'enthousiasme pour quelqu'un qui se lève le derrière, comme on dit, pour être poli, enfin, qui prend son cul à poignée, qui a envie de... puis qui se donne, tout simplement. Pourquoi on aime bien Johnny Hallyday? Moi, j'aime bien Johnny Hallyday parce que il sort de scène, il est ruiné, il a perdu 5 kilos, quoi. Encore une fois, dans beaucoup de disciplines, c'est comme ça. Alors, en golf, c'est moins évident de voir l'engagement total. Mais quand on sait qu'il y a $1 million sur le coup de club de M. Woods, eh ben, on se dit, oups, on regarde parce qu'il ne faut pas qu'il se loupe, là aussi. Et puis là, il transpire quand même, bien qu'il ne faut pas beaucoup d'efforts visibles. Un pianiste qu'on voit à un concert de piano, par exemple, on l'a vu récemment à la télévision, le type, moi j'ai failli, je me suis levé pour applaudir devant ma télévision quand le type a eu terminé. Il s'appelle Kissin, ce monsieur, je pense qu'il est russe, j'ai retenu son nom parce qu'il est tellement exceptionnel. Bon, le type, il a terminé ruiné. Bon, il est certain qu'il a donné, il a mis dans cette œuvre qu'il interprétait, puisqu'il est interprète en l'occurrence, toute sa compréhension, tout son esprit. Voilà, c'est ça que nous aimons tous, et c'est ça que certains d'entre nous savent générer de la part des observateurs, en quelque sorte, du public donc, et Gilles était de cela. C'est devenu une légende parce que d'abord, il était talentueux, il avait beaucoup de vitesse, très courageux. Il conduisait chez Ferrari, il avait été choisi par Monsieur Ferrari, par Enzo Ferrari pour venir à la Scuderia. Je me souviens de ses bagarres avec Didier, avec tout le monde en fait. C'était un battant, il était généreux, il était honnête, il avait beaucoup de qualités humaines. C'est des choses qui ne sont pas habituelles dans ce milieu. Enfin, je ne dis pas que les autres ne sont pas bien, mais il avait toutes ces qualités qui font que c'était un garçon gentil, assez simple, qui plaisait à tout le monde parce qu'il avait un vrai parler, un franc parler. Donc voilà. Après, il s'amusait avec son hélico. Après, il s'amusait. Il vivait normalement comme un môme, quoi, avec 2 enfants à la traîne, avec sa femme. Et bon, moi, je trouvais ça plutôt sympa et on a sympathisé parce que on était à peu près les mêmes. Je pense qu'il était plus rapide que moi de toute façon, mais bon, on avait le même genre de folie. Et voilà. Et que ce soit sur la piste ou ailleurs, c'était un garçon correct. Moi, je préfère être au départ à côté de Gilles que de pas mal d'autres. Passionné de Formule 1. Et les belles mobilités. De par son personnage très direct, très décontracté, aimant la vie, n'hésitons pas à faire les bêtises les plus grosses. Et sur la piste, bon, c'était un remarquable combattant qui faisait le spectacle. Et c'est pour ça que les gens l'adoraient, parce que quand Gilles était au volant, on était assuré d'avoir un grand spectacle. Il avait un tel engagement personnel, ce qui séduit les gens. C'est quand il voit quelqu'un d'engagé, c'est vrai pour tout. Un acteur de variété, le mec qui monte sur la scène, il sort de la scène trempé à 4 pattes, mort, tellement il s'est donné. Les gens sont debout dans la salle, lui font une standing ovation. Un mec qui vient, il fait son petit tour de chant, 45 minutes, puis il repart, mais ça n'émeut personne. Donc je crois que c'est l'engagement des personnes dans toutes sortes d'activités humaines qui fait en sorte que ça entraîne la foule et l'enthousiasme et la passion. Donc je crois qu'il était tout à fait cet homme-là. Et effectivement, la conséquence, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'il ne calculait pas, il n'était pas en train de gérer son compte en banque,
n'était pas en train de se dire je vais faire 3e, ça me fera tant de points, etc. Il voulait gagner quoi qu'il arrive, et ça c'est extrêmement sympathique pour le public, et en tant qu'engagement humain tout simplement. Con gli anni è migliorata continuamente, anche perché ci si è imparati a conoscere meglio. C'era molta confidenza con lui, qualche volta si divertiva a prendere una delle nostre macchine, una Ferrari, e fare un giro anche in pista a Maranello per farci divertire. Oppure nel parcheggio di Maranello vicino alla pista c'era una fila di macchine tutte parcheggiate, uno spazio in mezzo, lui con la Ferrari un 308, quei tempi non era una gran macchina, però sempre una Ferrari interessante, arrivava dritto dritto, frenava, accelerava e si infilava nello spazio a marcia indietro, ma in gran velocità, girando la macchina su se stessa e facendo centro in uno spazio che era forse insufficiente per parcheggiare una macchina a una persona normale. Lui riusciva a parcheggiare con questa manovra molto acrobatica e molto simpatica, sempre con gli occhi sbarrati perché ci si teneva la Ferrari nostra, però lui ha sempre fatto centro, è sempre stato... Il était très sympa à tous les tifosi parce qu'il était plus proche à eux, à les tifosi qui sont de l'autre côté de le stand. Alors c'était une chose magnifique. Je disais à Villeneuve, un jour, tu ne peux pas travailler des Italiens sans parler italien. Il est allé à une école d'italien à Monaco, il a appris l'italien sans dire à personne qu'il apprenait l'italien. Et Gilles avait beaucoup de tête sur ses épaules, il a appris vite son italien. Puis à un moment donné, il est arrivé à l'écurie, puis il s'est mis à parler en italien à eux. Tu veux voir l'admiration aussi. Tout à coup, il y avait un pilote qui osait leur parler leur langue. Ah, poco soldi. Alors, on devait encore avoir les piedi pesanti. Il n'y avait pas une vie à moitié. C'était toujours à fond partout, dans tout ce qu'il faisait. Il avait un 4x4, il partait avec les enfants, monter sur des parois rocheuses gigantesques, attachés avec des câbles d'acier pour pas que le 4x4 tombe dans les ravins. Mais il avait les gamins à côté. C'est pour te dire que tout ce qui touchait, il fallait que ça soit toujours à fond. Durante le prove, la gara, il giorno della gara era molto concentrato, non accettava molti disturbi. Se si andava con un cliente importante, con qualcuno, lui magari faceva la firma ma dava segnali quasi di insofferenza. Fuori dalla gara, nei primi momenti normali, era un ragazzo fantastico, era entusiasta di tutto, molto gentile, disponibilissimo. Ci trovammo a cena o a pranzo in diverse occasioni. Io ricordo che una sera ci trovammo a cena, eravamo noi soltanto e c'era un ragazzo della nostra azienda che fece qualche schizzo perché era un disegnatore, qualche caricatura. E parlando durante la cena gli chiedi: ma durante la settimana come ti diverti a Monte Carlo? Dice: ma ho preso un fuoristrada, mi piace andare intorno alle montagne fuori da Monte Carlo e con questo fuoristrada vado su e giù anche nelle zone più impervie. Dice: qualche volta prendo il cavo d'acciaio, lo metto attaccato a una pianta, faccio scendere la mia famiglia, poi mi lascio calare con questo fuoristrada fino sotto. Dico: ma dei rischi ne corri continuamente, tu in pista rischi la vita continuamente, perché devi rischiarla anche quando sei in vacanza, anche quando hai il tuo tempo libero? E lui mi ha risposto: perché se smetto di fare queste cose che mi fanno rischiare continuamente, perdo sicuramente l'entusiasmo di correre. Quindi di rischi nella mia vita deve essere piena, e finché trovo entusiasmo per queste cose ho entusiasmo anche per correre e prendo volentieri il rischio della gara et delle prove. C'est un homme qui était totalement, on dit en anglais dedicated, qui était totalement dévoué à son métier, à ce qu'il aimait. Gilles est un homme qui aimait conduire, et conduire quand ça glisse, bien sûr. Quand ça glisse pas, c'est pas drôle. Et dans n'importe quoi, n'importe où, c'est pas moi qui vais faire il monte sur une paire de skis, il sait pas skier, mais il est le premier. Il monte sur une luge, il s'est brouté avec le premier. Hélicoptère, bien sûr. Il monte sur une moto un jour à Isola 2000, une moto avec des clous dessus. Il a jamais fait de moto de sa vie, il gagne la course, enfin, etc. C'était quelqu'un qui... Et puis une volonté aussi de gagneur, une attitude de gagneur qui avait séduit Enzo Ferrari, évidemment, parce qu'il pensait que les pilotes devaient être ça avant tout. Ils doivent être ça, c'est vrai. S'ils ont un petit peu autre chose aussi, c'est bien. Gilles avait beaucoup de choses, dont cette qualité-là, c'est-à-dire, en plus de son talent inné et de son plaisir qu'il prenait à faire des choses qui vont vite et qui glissent, en plus, il voulait absolument gagner. Il n'imaginait pas un instant
qu'un autre concurrent dans un environnement donné puisse être plus rapide que lui. C'était pas possible, clair. Monsieur Ferrari, c'était une personne spéciale, très spéciale. Gilles, il était aussi spécial. Alors, je comprenais très bien. C'est pas difficile à comprendre que lui, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il pouvait faire tous les bruits qu'il voulait, il pouvait rentrer, casser les voitures et tout ça. Parce que, quand même, pour lui, je pense qu'il était vraiment, comme il disait, M. Ferrari, il disait c'était comme mon fils. J'étais avec toi et avec Adriano Costa. On était les seuls qui étaient admis à la motorhome de Gilles. C'est vrai. Hein? Sans les souliers. C'est vrai. Sans les souliers. Et je me rappelle avec les petits Jacques auxquels j'ai amené les petits modèles des voitures Alfa Romeo. Et Gilles était très agréable, et Johan aussi. Et on parlait, on pouvait dire tout ce qu'on voulait, mais il était sûr que les choses qui étaient secrètes restent secrètes comme ça. Là. Je pense qu'il a quand même prouvé des choses incroyables. Je pense qu'il a réussi à créer un intérêt tel que les chiffres d'audience à la télévision ont dû augmenter en flèche. Moi, je me souviens, on va pas être trop long parce qu'avec Gilles, très souvent la voiture était de travers. C'est-à-dire pas dans la ligne, entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée. J'ai deux souvenirs énormes. C'est la célèbre bataille de Arnaud et de Villeneuve à Dijon. Je crois qu'aujourd'hui, on en voit très souvent encore des extraits à la télévision. Et puis le deuxième acte spectaculaire, c'est le jour où il est arrivé dans les box pour essayer de changer sa roue arrière gauche, où en fait il n'y avait plus de suspension, il n'y avait plus de train arrière, il n'y avait plus rien. Et ça démontrait bien l'optimisme du personnage et puis sa volonté de vouloir toujours aller jusqu'au bout.
il y a une chose, moi, le point le plus important pour définir qu'est-ce qu'était Villeneuve, c'est simple. C'était une époque où on avait tant de tours, où je ne me souviens plus comment ça se passait. Mais donc les pilotes, après, ils descendaient de leur voiture. Et tout le monde, la presse, les pilotes, les ingénieurs, n'attendaient qu'une chose, voir le tour de Gilles. Ouais. Et ça, je vais te dire... On en parle encore aujourd'hui. Ah, ça, c'était extraordinaire. Moi, je vais dire une chose. La force de Villeneuve, c'est quand vous voyez les photos de l'époque, vous voyez une Ferrari 4 roues en l'air. Il n'y a rien qui touche par terre. Le seul à l'époque qui était capable de le faire, et je l'ai vu faire qu'une fois ou deux, ça a été Nelson Piquet. Mais pour Gilles, c'était quotidien. Faire glisser une voiture de l'arrière, c'est facile. Faire glisser une voiture en avant, c'est facile, quoique ce n'est pas le bon système. Mais faire glisser les 4 roues, ça, c'est très difficile. Et il a été un des rares à être capable de faire ça. Et c'était merveilleux. Une petite anecdote aussi, on est à Jarama, une des plus belles courses qu'il ait effectuées dans sa carrière, 5 voitures par choc à par choc derrière lui. Et au Calife, je monte sur le pont d'un lobe, c'était dans une courbe, mais en montée. Et donc, on voit juste à peine surgir la voiture. Et moi, je suis au bord du muret. À cette époque-là, il y avait des rails de sécurité, j'avais mes mains comme ça. Il passe à peu près à 50 cm. Le deuxième tour, il passe à 20 cm. Et le troisième tour, je saute en arrière. Et tout juste, si je n'avais pas laissé ma main, il me l'aurait raflé. Là, j'arrive au stand, je dis, t'es un beau, toi. Et il me répond, t'es pas très courageux, Tortora. Voilà, c'était ça, Villeneuve. À l'époque, on démarre au drapeau, il y avait la piste est un peu en pente, on met des petits cailloux sous les roues et le mien était parti, j'étais passé par-dessus et je freinais avec le pied gauche, tu vois, avec l'embrayage, c'est pas les voitures comme aujourd'hui, il y avait un embrayage, il y avait des freins, c'était assez compliqué d'enclencher la première et la voiture a avancé avant le départ et je me suis retrouvé donc 13e au premier tour et Gilles avait donc une Ferrari avec un moteur turbo, moi j'avais le moteur Matra. J'ai toujours bien aimé Jarama, j'ai toujours été vite sur ce circuit. J'ai redoublé tout le monde et je me suis retrouvé dans les fesses de Gilles. On a été rejoints au fil des tours jusqu'au podium par 3 autres voitures. Oui, c'est une des rares fois dans l'histoire, il faut bien le dire, ces dernières années, où on a retrouvé 5 voitures, comme on dit vulgairement, par choc à par choc. Ouais, c'est vrai, dans moins d'une seconde, je crois. Et, enfin, une petite seconde. Et il était très difficile de doubler Gilles, parce que d'abord, il sait conduire, il savait conduire, Gilles, il était plutôt brillant. Et il avait ce punaise de moteur turbo, là, qui accélérait comme un avion. Et j'ai tout essayé. C'est vrai que j'aurais pu insister 1 ou 2 fois, mais connaissant Gilles et la fougue de Gilles, s'accrocher quelques tours avant la fin, je crois que ça aurait été ridicule et pour lui et pour moi, donc j'ai préféré pas assurer parce que j'avais les 3 loustiques derrière qui me poussaient. Mais j'avoue, j'ai tout fait, hein, tous les virages, toutes les sorties de courbe, essayer de le laisser partir pour revenir à l'accélération, ce qui était presque un peu à l'aspiration ligne droite. Il y avait des endroits où il était moins vite, avec son moteur turbo, les reprises et tout, donc j'ai tout essayé à gauche, à droite. Quand j'allais à gauche, il allait à gauche. Quand j'allais à droite, il me bloquait à droite. Bon, enfin, il était malin. Et je crois que j'ai une des courses où où je me suis le plus amusé, où j'étais le plus fatigué aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de j'ai une photo avec Gilles et je crois que le 3e était Wooder Jones peut-être, ou de Angelis, je ne sais plus. Ouais, et Watson. Et on est épuisé, quoi. Je veux dire, il faisait très chaud ce jour-là. Les voitures étaient moins confortables qu'elles le sont aujourd'hui. Et voilà, et on s'est bien amusé. Gilles Villeneuve, c'est bien sûr de grands exploits, connus, reconnus. Son duel avec René Arnoux sur la piste de Dijon-Prenois en France, sa volonté à poursuivre sa course malgré un aileron avant endommagé à Montréal, son retour au puits sur 3 roues en Hollande. Mais il y a beaucoup d'autres exemples, peut-être moins spectaculaires, mais qui sont restés bien ancrés dans l'esprit de ceux qui les ont vécus. Grand Prix de Belgique 1979. Victime d'un accrochage au premier tour, Gilles passe par les puits et tombe 23e, bon dernier. Roulant constamment à la limite, il remonte jusqu'à la 3e place avant de tomber en panne sèche dans le dernier tour, perdant ainsi 4 points. 4 points qui en auraient fait le champion du monde en fin de saison.
Et il y a tous ces dérapages contrôlés, ces presque sorties de piste, magnifiquement rattrapées, qui lui ont valu le surnom de funambule de la Formule 1. Et il y a la fin de semaine du Grand Prix des États-Unis-Est, disputé à l'automne 1979 sur le circuit de Watkins Glen dans l'État de New York. À titre de commissaire de piste, je m'y étais rendu, comme d'autres nombreux Québécois, pour voir Gilles à l'œuvre. Toute la journée du vendredi, il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Le froid nous fait grelotter, il pleut, ce qui encourage les pilotes à rester au puits bien au chaud. Sauf quelques braves. Parmi eux, un seul a tourné toute la journée, sans sortir de piste. Gilles Villeneuve, qui roule 10 secondes et demie plus rapidement que les autres à chaque tour. Tout autant que ses plus grands exploits, c'est ce genre de moment qui caractérise Gilles Villeneuve, car il démontre que sa motivation était la pure et simple joie de piloter à la limite, de toujours se donner à fond, de ne jamais baisser les bras. Alors Gino, ça, ce que je vais te montrer maintenant, c'est mon époque. Ça, c'est ton époque à toi. Oui. Eh bien, regarde ce que j'ai à côté de moi. Ça, c'est mon époque. Ça, c'est mon époque. Là, on vient de retrouver l'authentique voiture de Gilles. Hein? Est-ce que c'est pas une merveille? Un peu différent, oui. Ouais, c'est très différent. Bon, aujourd'hui, quand tu vois la boîte de vitesse ici, elle est monstrueuse, hein, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Quand tu vois les ailerons, regarde, c'est tout en aluminium. Là, on a un vestige qui vaut tout l'or du monde. Le casque de Gilles, authentique, un vrai. Ah, c'était toute une époque, ça, quand même. Hein. Et juste pour t'amuser, je vais te faire voir quelque chose d'assez inusité. Si notre caméraman veut bien se mettre presque à genoux, regarde un peu l'écrou de roue de l'époque. Aujourd'hui, sur la nouvelle Ferrari, c'est tout petit. Regarde. C'est un peu différent de ce que je vois tous les dimanches. Regarde un peu. C'est énorme l'écrou. Ouais. C'est un peu différent de ouais. ce que je vois, d'habitude. Non, c'était fabuleux. Et alors, il faut raconter justement à tous les jeunes vraiment amateurs de Formule 1, ce moteur, c'est toute une légende. C'est le fameux boxeur 12 cylindres à plat, ce qui a été je dirais, le plus renommé de toute l'histoire Ferrari. C'était un moteur qui était quasiment increvable et qui en a gagné les Grands Prix. Hein. Alors là, encore pareil, les réservoirs à cette époque-là, ils étaient en aluminium. Et vous voyez que le tableau de bord n'a plus rien à voir avec celui que vous voyez tous les dimanches. Hein. Là, il fallait changer de vitesse, c'était comme une voiture conventionnelle. Ouais. Et là, regarde Gino, le compte-tour s'arrête à 14 000. Aujourd'hui, on tourne à 18 000 et plus. Ouais. C'est incroyable. Mais le plus beau, on va vous le réserver pour dans quelques secondes. Regardez devant comment c'était fait. Aujourd'hui, on voit que les voitures sont beaucoup plus confortables, hein, dans le sens que bien moins dangereuses lorsque vous aviez un accident. Eh bien, vous aviez les pieds qui étaient là, avec les jambes, et évidemment les suspensions ici. Donc, en cas d'accident, ça écrasait les pieds. Ça, c'était dramatique à cette époque-là. C'était les pieds qui servaient finalement de tampon. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est ce bruit qu'on ne retrouvera jamais. C'est sûr, c'est un 12 cylindres. Et ce bruit-là, c'est une grande mélodie, c'est une symphonie, je pourrais dire. Oui, c'est différent des bruits d'aujourd'hui. C'est un moteur Ferrari. Les gens ne s'attendent qu'à ça, Gino. Même ta voiture de rue, là, elle a quand même ce son-là. Il faut absolument garder ça. Si une Ferrari n'a pas ce bruit-là, c'est pas une Ferrari. Et moi, je rappelle encore malheureusement Imola, parce que c'est là qu'il a commencé l'histoire des problèmes de Gilles pour en question qui n'était jamais bien clarifié. Et moi, je rappelle que je suis été pas là-bas les jours dans lesquels il était le Grand Prix d'Imola pour des raisons particulières, personnelles. Parce que c'était tout facile. On n'avait pas de problème. Le seul ennemi, c'était la Renault, mais nous sommes été sûrs avec Gilles que c'était facile de la battre. Il avait des problèmes, la Renault, à ce temps-là. Tu sais, pour nous, Gilles, il était à ce temps-là l'homme de team. Parce qu'il était avec nous dans les moments difficiles. Il avait aidé Jody Scheckter à devenir champion du monde, évitant de faire la guerre avec lui. Il est arrivé deuxième au championnat du monde, tu te rappelles?
Et en plus, il a développé les moteurs turbo avec des sacrifices incroyables. C'était le premier homme qu'il a gagné à Monaco avec un moteur turbo. C'est les jours-là, quand j'ai connu qu'il n'a pas gagné les Grands Prix d'Imola, je suis resté surpris, j'ai téléphoné et ils m'ont dit que les informations qui ont été envoyées à les deux pilotes, ils n'ont été pas tellement claires comme on doit être. Et alors, je connais que Gilles, il était beaucoup énervé parce que Gilles era, come si dice, un puro. Pur, un innocent. Innocent, oui, innocent. Et il n'a pas pensé que notre, il va lui voler quelque chose qu'il pensait doit être lui. Et avec raison, moi, je crois, même pour le vieux homme, il était comme ça. Et moi, je rappelle que Jordi, il m'a demandé, moi, je viens chez toi la semaine après qu'on doit essayer les voitures pour partir pour la Belgique. Et Jordi, il est venu avec Gilles. Il est venu me demander qu'est-ce que tu penses. Moi, je dis, j'ai dans la raison à Gilles, mais je dois penser qu'en course, pour lui, c'est rien. Il y a tous les championnats devant nous. Et moi, je vais promettre à lui que j'ai fait tout ce que je peux. Parce que c'est lui, le pilote, qui, à notre avis, si c'était possible, parce que ça dépend aussi des autres, pas seulement de nous, de gagner les championnats du monde. Malheureusement, il y a eu des choses qui étaient mauvaises. Et lui, il n'était pas bien, il était encore beaucoup énervé. Mais il a déjà commencé à revenir à son état normal. Tu sais qu'il était toujours un homme qui faisait des bruits, des bordels, des choses comme ça. Et moi, je peux dire, et tu connais ça, parce que moi, je crois que de t'avoir dit ça en Belgique, qu'il a vu l'accident en rentrant d'Ostende. Oui. Et ça, c'est incroyable. À mon avis, il s'est déconcentré. C'est tout ça. Moi, je peux penser ça. Tu sais, la vérité d'entre Gilles, c'est impossible de la connaître. Quelque chose qui me fait toujours chaud au cœur et puis qui est génial, c'est lors du Grand Prix de Montréal, ce Salut Gilles qui est resté sur la ligne. Et ça, je trouve vraiment très chaud et extraordinaire. Donc, salut Gilles. J'ai pleuré 2 fois en F1. C'est la mort de Gilles. Le lendemain, quand je suis retourné en France, chez moi, je suis allé prendre un café chez ma mère. J'ai fondu en larmes. Et la seconde fois, c'était Senna. Ce sont des personnages tellement extraordinaires que quand il leur arrive quelque chose, effectivement, ça nous touche profondément. Comme c'était quelqu'un de la famille qui était parti. Parce que malheureusement, on avait déjà vécu en Autriche, dans le McDonough et tout le reste. Alors, à cause qu'on avait suivi les Grands Prix en Formule 1, on avait déjà suivi certaines autres choses, des accidents et tout ça. Alors, on ne fait pas trop de confiance. Après, quand on a vu comme il était parti, il fallait un miracle, pas éléphantesque, mais un miracle universel pour penser qu'il était encore vivant. Et ici, dans la famille, on a crié tous les deux, même maintenant, quand il y a des temps quand on y pense qu'on n'a pas, comment on dit, on ne se craint pas de pleurer parfois, parce qu'enfin, moi je suis vieux, je deviens encore plus vieux, je suis encore romantique. On n'est pas computérisé encore.
C'est un grand moment, surtout parce que l'Italie n'a pas oublié Gilles Villeneuve. Il est encore là avec nous et il est très populaire, même avec les jeunes qui n'ont jamais vu Gilles courir. Alors, c'est une chose extraordinaire. C'est une chose qui a passé le temps. C'est comme Nuvolari, comme les autres grandes idoles d'Italie. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à avoir des problèmes dans les courriers que j'avais dans mes mains alors, c'était la mort de Gilles. Il m'a touché beaucoup. Je ne veux pas dire que j'ai changé ma vie parce que tu sais, quand tu fais la course, tu connais qu'il est très risqueuse et il est très dangereuse, même pour les hommes qui sont au stand. Tu peux imaginer pour les hommes qui font la course. En ce temps-là, les voitures n'étaient pas tellement sûres comme aujourd'hui. J'étais très très lié à Gilles. D'ailleurs, quand on l'a perdu, j'ai eu de la peine à ne pas pleurer. Chaque fois qu'on évoquait son nom, je partais à pleurer comme une fontaine. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'émotions. Une période très difficile pour moi. C'était les périodes après la mort de Gilles. Moi, je suis resté touché et toute ma vie a changé. Même de point de vue privé et tout ça, j'ai pris des décisions importantes pour moi. Et j'ai commencé à penser que peut-être c'était trop de temps que j'étais dans la course. J'ai commencé en 1962. C'était déjà 21 ans que je suis été là-bas. Alors, ils sont beaucoup. Hein. C'était un peu vite, quoi. Oui, c'est ça. C'était un météore, hein, une météorite, hein, enfin, Gilles. Ça aurait été bien qu'il y reste un peu plus, quoi. C'est incroyable, après 20 ans, tu vois ça comment? C'est génial, c'est qu'il a touché il a touché beaucoup de gens et pas juste par son pilotage, mais il a touché le cœur des gens, leur âme, et ça c'est génial. Tu t'identifies un peu à ça parce que tout le monde dit que finalement toi aussi tu touches les gens comme ça. Je me suis jamais comparé à mon père, j'ai jamais essayé de comprendre comment il était et de voir si j'étais pareil. Donc ça, non, mais quand je vois les gens réagir par rapport à lui, oui, ça me fait très plaisir. Tu te rends compte quand même qu'il faisait des choses incroyables. C'est clair, c'était un combattant, et c'était excitant à voir, mais bon, moi j'étais petit, donc je ne comprenais pas grand-chose. Tu as quand même vu, veux pas, au fil des ans, ces fameux exploits, le duel avec Arnoux, le revenir au stand avec 3 roues, ça te faisait quoi ça? Pour moi c'était normal. Tu sais, mon père quand il rentrait à la maison, c'était pas pour dire qu'il était spécial par rapport aux autres parce qu'il était rentré sur 3 roues. Pour lui c'était comme ça que tout pilote devait être. En ce qui concerne son accident lui-même, c'est simplement le hasard. Parce qu'écoute, oui, j'y suis revenu plusieurs fois, j'ai bien regardé, j'ai longtemps discuté avec Mas. Et Mas, rappelons-nous, il fait tout en le voyant surgir pour justement lui laisser la place. Et il s'est mis de l'autre côté et Gilles, à ce moment-là, on a fait des calculs, c'est fou, c'est 2 millièmes de seconde le temps de réaction, c'était impossible, il a touché la roue arrière. Tu vois, c'était le destin. Hein, une demi-seconde plus tôt ou plus tard, il serait peut-être là en train de nous faire l'article de sa voiture. Ouais. Voilà, dis donc. Mais il vit toujours avec nous. Hein. Ah oui. Il est toujours avec nous. Voilà. Eh bien, salut Gilles.